Bonsoir et bienvenue à la première de notre série d'entretiens consacrée à un empereur, son épouse et leur fils. Il s'agit, comme vous l'avez deviné, de François-Joseph Ier de Habsbourg-Lorraine, empereur d'Autriche et roi de Hongrie, de son épouse, Élisabeth, née Wittelsbach, et de leur fils, Rodolphe. Nos premiers entretiens, aujourd'hui, porteront sur François-Joseph. Vous allez voir que notre but n'est pas de nous poser en historien. Nous allons simplement essayer de mieux cerner la personnalité de François-Joseph en recourant à des témoins de l'époque qui ont bien connu François-Joseph, qui ont partagé son quotidien, voire même parfois son intimité. Cependant, comme vous le verrez, ou plutôt comme vous l'entendrez, les opinions sont parfois divergentes ou même opposées. Mais, après tout, c'est cela qui fait leur intérêt. Avant de passer la parole au journaliste qui conduira les entretiens aujourd'hui, je voudrais faire un bref rappel historique sur l'empereur. François-Joseph est né à Vienne en 1830 et est monté sur le trône en 1848 à l'âge de 18 ans. Pourquoi 1848? Pourquoi si tôt? Eh bien, c'est parce qu'en 1848, il y a eu une révolution qui a contraint son oncle, l'empereur Ferdinand, à abdiquer. Ce dernier aurait dû logiquement abdiquer en faveur de son frère, mais en raison de plusieurs facteurs, il l'a fait en faveur de son neveu. Un de ces facteurs a été, sans nul doute, la volonté et l'ambition d'une femme, l'archiduchesse Sophie, la mère de François-Joseph, qui jugeait son mari trop falot et inapte à tenir les rênes du pouvoir. Le règne de François-Joseph a duré 68 ans, puisque l'empereur est mort en 1916 à l'âge de 86 ans. Ce règne a été jalonné d'événements heureux, mais aussi d'événements malheureux et même tragiques. Le plus tragique d'entre eux ayant été la Première Guerre mondiale avec sa cohorte de désastres humains, sociaux et économiques. Et puis, bien sûr, la chute de l'Empire austro-hongrois. Parmi les événements heureux, on peut citer le mariage de l'empereur, tout au moins au début. François-Joseph, en effet, tombe éperdument amoureux de sa très jeune cousine, Élisabeth, que l'on appelait aussi Sissi. Une des filles du duc Maximilien en Bavière et de Ludovica, la sœur de l'archiduchesse Sophie. Le couple impérial aura 4 enfants. La première, Sophie, qui n'apparaît donc pas sur ce tableau, mourra très jeune, à l'âge de 3 ans. Puis viendra Gisella, qui deviendra donc la sœur aînée. Viendra ensuite Rodolphe, le seul enfant mâle et donc l'héritier du trône. Et enfin, vous la voyez là sur le tableau sur les genoux de sa mère, la petite Marie-Valérie, la cadette, qui naît 10 ans après Rodolphe. Nous nous intéresserons plus tard justement à Rodolphe et à l'impératrice. Mais aujourd'hui, je voudrais laisser la parole à notre journaliste pour des entretiens avec des témoins qui ont consenti à venir nous parler de l'empereur. Notre journaliste. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Je vous propose de commencer nos entretiens avec vous, Madame l'archiduchesse Marie-Valérie de Habsbourg-Toscane.
Vous êtes la fille cadette du couple impérial et l'on sait que vous avez été très proche de vos parents. Auriez-vous l'amabilité de nous dire quelques mots sur vous et sur votre père, l'empereur François-Joseph, s'il vous plaît? Mon nom est en effet Marie-Valérie de Habsbourg-Toscane. Je suis née en 1868 à Budapest. On m'a souvent appelée de ce fait l'enfant de la Hongrie. Et les méchantes langues ont même laissé courir le bruit que je n'étais pas la fille de l'empereur. Mais il vous suffit de regarder mon portrait pour vous en persuader. Je suis une Habsbourg. À l'âge de 22 ans, j'ai épousé mon cousin, François Salvator de Habsbourg-Toscane, dont j'ai eu 10 enfants. Parmi les 4 enfants de l'empereur et de l'impératrice, je suis celle qui a été le plus proche d'eux et qui a certainement le plus bénéficié de leur affection. Je parlerai plus tard de ma relation privilégiée avec ma mère. Je dois vous dire tout d'abord que je suis fière d'être la fille d'un homme qui, bien qu'empereur pendant 68 ans, était resté si simple, si humain et si noble. Même maman, qui ne le ménageait pas, disait « Qu'adviendra-t-il de ce pays, de nous, lorsque l'empereur ne sera plus, avec le soutien de sa noblesse de cœur, de sa pureté, de sa bonté ?» Après le décès de l'impératrice, je me suis rapprochée encore plus de mon père et j'étais à son chevet lors de sa mort, en 1916. Merci beaucoup, Madame l'archiduchesse, de bien avoir voulu commencer. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Seps. Monsieur Seps, vous étiez journaliste de profession. Puis vous avez été rédacteur, éditeur ensuite, dans plusieurs journaux. Vous faisiez partie des cercles libéraux progressistes autrichiens, totalement opposés à la politique de François-Joseph. Je suppose que vous avez un jugement bien différent sur l'empereur, n'est-ce pas? En effet, mais savez-vous aussi que je suis le beau-père de Paul Clémenceau, le frère du célèbre Georges Clémenceau? Mais bon, c'est une autre histoire. En ce qui concerne François-Joseph, contrairement aux personnes à qui vous avez demandé d'intervenir, je n'ai pas été, comme vous pouvez l'imaginer, un proche du couple impérial. Je ne vous livrerai donc pas de secrets d'alcôve de famille. J'aimerais toutefois vous rapporter ce que m'en ont dit des personnes que j'estime de confiance. Le frère cadet de l'empereur, par exemple, Maximilien, ne partageait peut-être pas entièrement le point de vue de son Altesse l'archiduchesse Marie-Valérie, puisqu'il a dit « Mon caractère ne correspond pas au vu de mon frère aîné. Il me l'a laissé sentir à chaque occasion de la manière la moins équivoque, la plus impitoyable, voire la plus vexante. Ma sincérité, ma franchise lui sont pénibles. Mes opinions libérales le choquent. Il craint ma langue déliée. Mon tempérament fougueux l'effraie. Mes vues sur le monde recueillies au cours de mes voyages éveillent sa jalousie. Il est le maître, le pouvoir est à lui, ce que mon sens aigu de la justice reconnaît à chaque instant. Dans ces conditions, du point de vue de la raison et du sentiment religieux, que puis-je faire sinon esquiver, me retirer sans vexation ni résistance? Maximilien, dois-je le rappeler, est devenu de 1864 à 1867 empereur du Mexique, pour finir fusillé par les insurgés. En outre, selon le diplomate Herbert von Bismarck, fils du chancelier Bismarck, l'étroitesse d'esprit des Autrichiens venait en premier lieu de François-Joseph, qui, par une longue expérience, connaissait une certaine routine des affaires, mais était extraordinairement borné et en plus esclave des jésuites.
Un grand merci, Monsieur Seps, pour cet éclairage. J'aimerais maintenant donner la parole à Madame la comtesse Marie Festetich. Madame la comtesse, vous êtes hongroise et vous avez été, je crois, pendant plus de 25 ans, une des dames d'honneur de l'impératrice Élisabeth. Elle voulait contrebalancer la présence autour d'elle des dames d'honneur viennoises. Elle pensait en effet que ces dernières l'espionnaient plutôt qu'elles ne la servaient. En plus, elle était tombée amoureuse de votre pays, la Hongrie. Toutefois, par votre fonction, vous vous êtes, vous aussi, très souvent, je crois, Madame la Comtesse, trouvée en présence de l'empereur. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Je suis effectivement entrée au service de Sa Majesté Élisabeth d'Autriche en 1872. L'impératrice avait alors 35 ans et l'empereur 42 ans. Pour moi, François-Joseph était un homme intelligent et ses idées étaient toujours en partie bonnes, correctes et vraies, mais il manquait de confiance en lui et il était en outre méfiant. Ainsi, il n'avait pas confiance en celui qui mettait sa fierté à l'épreuve. Il avait beaucoup de bon sens, mais il avait tendance à s'enflammer et aussi bonne qu'ait été sa première idée, sa première impulsion, il se laissait vite influencer et faisait souvent le contraire de ce qu'il voulait lui-même. Élisabeth me disait à propos de François-Joseph, « L'empereur est d'une nature si sensible que rien ne marche mieux avec lui que l'impudence. À quelqu'un qui lui fait une demande dans les formes, il peut dire non. Mais si quelqu'un lui adresse une réclamation avec une effronterie sans nom, il s'en trouve tellement décontenancé que le succès est certain. » Merci bien, Madame la Comtesse. Continuons maintenant notre série d'entretiens avec vous, Monsieur Eugène Ketterle. Vous étiez un des valets de chambre de François-Joseph, notamment chargé de l'aider au moment de son lever et de son coucher, et aussi de l'accompagner durant ses voyages. Vous avez été très proche de lui, n'est-ce pas? Monsieur, parmi les personnes qui interviennent aujourd'hui, je suis certainement le plus humble et celui dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et pourtant personne n'a vu l'empereur comme moi je l'ai vu. J'ai veillé sur le bien-être de Sa Majesté pendant les 22 dernières années de sa vie. Je suis rentré à son service en tant que valet de chambre en 1894, alors que l'empereur avait déjà 64 ans. Et je suis resté auprès de lui jusqu'à son dernier jour. J'ai donc connu aussi bien l'homme privé que l'homme public. Mais c'est du premier dont je voudrais vous parler. Et je tiens à souligner que Sa Majesté était un homme bon, bon avec ceux qui le servaient et bon avec le peuple. Il n'ordonnait jamais, il demandait et il remerciait toujours. Mais il pouvait être dur et même intraitable avec les membres de sa famille et les personnes qui lui étaient socialement proches. Merci beaucoup, Monsieur Ketterle. Eh bien, justement, on dit parfois que l'empereur, sous des dehors toujours aimable, était un homme insensible. Par exemple, vous, Madame l'archiduchesse, quel est votre avis sur ce point? Si mon père pouvait passer pour quelqu'un d'insensible, c'est parce qu'en fait, il était très pudique, savez-vous, très réservé et ne montrait pas facilement ses sentiments. Ainsi, à la lecture d'un de mes poèmes avant mon mariage, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Il m'a attirée à lui et pour la première fois, je l'ai embrassé. J'avais 21 ans. Était-ce dû, au moins en partie, à son éducation et à l'influence de sa mère? L'archiduchesse Reiners, un membre de la famille élargie, racontait à propos de ma grand-mère, l'archiduchesse Sophie, que malgré ses nombreuses qualités, elle avait pour principe ou système d'isoler papa et ses frères, de les empêcher d'avoir une intimité avec le reste de la famille,
de les enfermer sur une île pour leur donner plus d'autorité sur les autres et de les protéger des influences extérieures. Je comprends aujourd'hui mieux pourquoi papa était si isolé, pourquoi il ne tirait aucun plaisir des contacts avec sa famille et pourquoi il avait pour instruction de rechercher les conseils de personnes étrangères, souvent peu fiables à mon avis. Je me suis aussi rendu de plus en plus compte, en aidant mon père, combien était pesante la vie sclérosée de la cour, qui affectait l'intimité familiale et faisait de celle-ci, au lieu d'un plaisir libre et sans contrainte, une astreinte indescriptible. Cette épouvantable vie de cour a privé papa de la capacité de jouir de relations simples et naturelles, et c'est bien pour cela que j'ai voulu tenir mes propres enfants éloignés de la cour. Devenu grand-père, François-Joseph s'est toujours beaucoup préoccupé de ma santé et de celle de mes enfants, comme il le faisait pour maman. Ah, c'était un merveilleux grand-père. À chaque fois qu'il le pouvait, il jouait avec ses petits-enfants. Il jouait à cache-cache avec eux, allait même jusqu'à se rouler par terre. Il ne savait pas leur résister. Mais c'est à la mort de maman que j'ai vu mon père s'effondrer. Il m'attendait au pied du grand escalier de Schönbrunn. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Et là, pour la première fois, il a pu pleurer, m'a-t-il confié plus tard. Donc vous voyez, sous ces dehors arides, il y avait une grande sensibilité. Merci beaucoup, Madame l'Archiduchesse, d'avoir partagé toutes ces anecdotes émouvantes et personnelles. Et vous, Madame la Comtesse Festetich, vous aussi, est-ce que vous diriez que l'empereur était au fond quelqu'un d'une grande sensibilité? L'empereur a toujours été bon avec moi aussi, mais effectivement rarement démonstratif. Il n'est peut-être pas que l'on remarque ses sentiments chaleureux et sa bonté. C'est même un miracle qu'il les ait conservés, entouré et conseillé qu'il était par des gens cyniques. J'ai été souvent étonnée de le voir céder à un désir pressant de son entourage, même s'il jugeait peu convenable la forme sous laquelle ce désir était présenté. Cela était dû en fait à son éducation. Merci, Madame la Comtesse. Et vous, Monsieur Quaterle, j'ai l'impression que vous souhaitez intervenir sur ce point. Oui, merci. L'empereur avait un très grand contrôle de lui-même. Il était d'humeur égale et je ne l'ai jamais entendu crier. Il était toujours calme et posé, même s'il pouvait être irrité à l'intérieur. C'est pourquoi son entourage ne savait jamais de quelle humeur il était vraiment. Et seuls ses proches pouvaient le deviner au ton de sa voix. Mais je voudrais aussi évoquer une idée reçue à propos de François-Joseph, à savoir qu'on ne pouvait à aucun prix le contredire. Eh bien, au contraire, il voulait connaître uniquement la vérité, et plus on était franc et ouvert avec lui, et plus il l'appréciait. Il pouvait fort s'irriter lorsqu'il apprenait qu'on lui cachait des choses, vous savez. Il m'est arrivé plusieurs fois lors de sa toilette de lui décrire la réalité de la situation, quelle était l'humeur du peuple et ce qui se passait à Vienne. Merci beaucoup, Monsieur Quaterle. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de la relation difficile entre François-Joseph et son épouse Élisabeth. Madame l'archiduchesse Marie-Valérie, comment est-ce que vous avez vécu la relation entre vos parents? Pour ce qui est de la relation entre mon père et ma mère, vous devez savoir qu'Élisabeth a toujours occupé la première place dans le cœur de son mari. Mon père avait une pureté d'âme touchante, presque enfantine, grâce à laquelle il trouvait, malgré tous les drames qu'il a vécus, paix et réconfort. Comme l'âme sombre et orageuse de maman aurait pu être comblée par ce grand cœur, comme elle aurait pu être heureuse malgré tous les petits défauts et les faiblesses de mon père. C'est bien maman qui a raté son bonheur. Mais je reviendrai sur ce sujet.
lorsque je parlerai d'elle. Merci beaucoup. Et vous, Madame la comtesse Festetich, vous qui avez été proche du couple impérial et vous qui les avez vus souvent ensemble, quelle est votre opinion sur la relation entre François-Joseph et son épouse? Les débuts du règne de François-Joseph ont été terriblement difficiles. Et dans ces moments, l'impératrice a eu le mérite d'avoir joué un rôle pondérateur avec douceur et clairvoyance. Elle ne voulait pas gouverner, pas jouer un rôle. Elle remplissait vraiment de manière invisible, impalpable et inaudible sa fonction d'ange gardien de l'empereur. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il l'appelait. L'amour qu'il portait à sa Sissi, comme il disait, était touchant. Combien de fois l'ai-je entendu dire « Tu es le bon ange de ma vie ». Il l'aimait de toute son âme. Il était complètement sous son charme. Elle était son soleil. Quel beau témoignage, merci. Et vous, monsieur Ketterle, vous est-il arrivé de voir le couple impérial dans leur intimité? J'ai peu connu l'impératrice, qui était le plus souvent absente de Vienne, mais j'aimerais aborder un point peut-être moins connu concernant l'empereur. Vous savez, c'était un homme très économe. Je me souviens qu'il avait refusé de rejoindre l'impératrice au Cap Martin en prenant un train impérial et avait fait uniquement rajouter 3 wagons à un train normal. En plus, vous aurez peut-être du mal à le croire, mais il n'avait ni à la Hofburg, ni au palais de Schönbrunn, ni à Bad Ischl, sa résidence d'été, une salle de bain à sa disposition. À Schönbrunn, en particulier, la table de toilette de Sa Majesté était un simple meuble en bois pliable. Quant au WC, il lui fallait traverser 3 pièces pour trouver une chaise d'aisance. Ce n'est que peu à peu que je suis parvenu à rapprocher l'objet de la chambre de l'empereur avant que ne soit installé un WC avec chasse d'eau. Mais autant il était économe quand il s'agissait de sa personne, autant il était généreux avec ses subordonnés. Par exemple, il avait payé les études de mes fils pendant 8 ans sur sa cassette personnelle. Mais pour ce qui est de l'impératrice et plus tard de son amie Madame Schratz, elles ont été les 2 astres noirs dans le ciel financier de l'empereur, aussi dépensières l'une que l'autre. Ce n'est pas vraiment une réponse à ma question, monsieur Ketterle. Mais passons. Bon, nous avons parlé de la relation de l'empereur avec son épouse, mais j'aimerais maintenant savoir ce qu'il en est de sa relation avec Rodolphe, son fils. Madame l'archiduchesse Marie-Valérie, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer un peu sur ce sujet? Je dirais que la mort de Rodolphe a été un choc pour mon père, comme pour chacun d'entre nous. Mais il ne croyait pas que son fils ait souffert d'une dépression, ce dont mon mari et moi étions persuadés. Il voyait dans ses lettres la preuve d'une instabilité mentale, cause aussi de son suicide, alors que je pense que nous sommes loin de connaître toutes les véritables raisons du drame. Mais papa croyait-il vraiment ce qu'il disait, ou voulait-il essayer seulement de s'en persuader? Toutefois, contrairement à maman, il a montré ensuite une énergie presque surnaturelle, une soif de vivre indestructible, trouvée dans sa piété. Pourtant, il m'a confié une fois se sentir chaque jour plus triste, ce qui veut dire qu'il savait tant se maîtriser que personne ne se rendait compte de la profondeur de son chagrin. Il reportait tout son amour sur nous. Merci beaucoup, Madame l'archiduchesse. Monsieur Seps, vous avez bien connu le prince héritier avec qui vous entreteniez une correspondance. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ce point? Pour ce qui est des relations entre le prince héritier et son père, ce dernier n'était apparemment pas informé des articles que son fils écrivait, sous un pseudonyme bien entendu, dans mon journal. Mais selon l'ambassadeur de Prusse,
Il le laissait de toute façon parler, pour autant sans se laisser influencer. De Rudolf plauscht wieder. Rodolphe et ses bavardages. En effet, pour son père, Rodolphe représentait tout ce qu'il ne supportait pas. Quelqu'un qui parlait trop, qui écrivait trop, un intellectuel, un libéral et un farouche opposant du parti de la cour. Pourtant, toujours selon l'ambassadeur de Prusse, l'empereur lui aurait dit dans une conversation, après la mort de Rodolphe, « Comment supporter désormais la vie? Je ne le sais. Sans mon fils qui était toute ma joie et pour lequel je travaillerais désormais pour la monarchie et j'accomplirais mon devoir, sans joie, tant que mes vieux os me le permettront. » Mais on disait aussi que François-Joseph déclarait que son fils était mort comme un simple manant. Allez savoir. Merci beaucoup, Monsieur Seps. Très intéressant. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais ajouter quelque chose. Monsieur Ketterl, oui. Bon, est-ce que j'ai le choix? Je vous laisse la parole. Oui, merci. Je ne peux guère parler de la relation entre l'empereur et son fils car je n'ai pas connu ce dernier. Mais il y a un autre trait du caractère de François-Joseph que je me dois de vous souligner, puisque vous m'en donnez l'occasion. François-Joseph était un fataliste. Il aimait à répéter « Ich werde sterben, wie es mir bestimmt ist ». Je mourrai quand mon heure sera venue. Si bien qu'il n'avait jamais peur, même au cours des voyages les plus risqués, comme en Russie ou en Italie. L'empereur était connu aussi pour sa capacité de travail. Il est vrai que sa journée normale commençait vers 5 heures du matin. Il ne s'offrait que très rarement une pause déjeuner, ne quittait pas son bureau avant 17 heures et ne s'offrait jamais de véritables vacances. Mais, si vous voulez mon avis, le travail était pour lui une sorte de dérivatif à tous les soucis qui s'accumulaient sur ses épaules d'empereur et à sa vie privée marquée par de durs coups du sort. Je ne l'ai jamais vu rechigner devant les charges de sa fonction. Par contre, ce qu'il détestait le plus, c'était les artifices du cérémoniel de la cour. Voilà, mesdames et messieurs, l'empereur tel que, bien humblement, je l'ai connu et servi. Eh bien, merci. Et je tiens à remercier tous nos intervenants chaleureusement de nous avoir donné leur opinion, leurs anecdotes, d'avoir partagé en toute sincérité autant de choses sur l'empereur François-Joseph. Et maintenant, j'aimerais redonner la parole à notre animatrice. Merci à notre journaliste et merci bien entendu à tous nos intervenants. Et à ce propos, justement, j'aimerais bien vous présenter les personnes qui sont derrière ces intervenants, qui les ont si bien interprétés. Derrière l'archiduchesse Marie-Valérie, Anne Gaëlle. Derrière la comtesse Pestetich, Lucie. Derrière Maurice Seps, Michael. Derrière Eugène Ketterl, Mathieu. Et notre journaliste, bien entendu, Jean-Philippe. Eh bien, la semaine prochaine, nos entretiens porteront, comme je vous l'avais annoncé, sur le prince héritier Rodolphe. Si vous avez trouvé nos premiers entretiens intéressants, je vous propose un petit avant-goût de nos prochains entretiens.